à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour partager les commentaires de la presse internationale sur l'actualité, des commentaires qui cette semaine sont signés par Monsieur Philippe Turle. Bonjour Philippe. Hello Christophe. Autre commentaire, ceux de Moustapha Tossa. Bonjour Moustapha. Bonjour Christophe. Autre commentaire, Juan Pedro Quinoniro. Bonjour Juan. Salut Christophe. Et commentaire avec sourire et beauté de Delphine Denude. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, nous allons parler bien évidemment de ces chiffres tant redoutés qu'attendus qui sont tombés en fin de semaine. 24 800 demandeurs d'emploi en plus à Pôle emploi. Pas de résignation pourtant et de l'action pour le gouvernement. Écoutez le Premier ministre. Les chiffres du chômage sont mauvais. Et en même temps, il n'y a pas de fatalisme dans cette situation. Et l'heure est à l'action et c'est la responsabilité de tous. Alors, la responsabilité de tous, pas de fatalisme, mais des réactions, bien évidemment. Vous vous en doutez, et on les écoute. M. Hollande et son gouvernement et sa majorité, depuis qu'il est là, n'a fait qu'aggraver les choses. Je pense que c'est le résultat de l'immobilisme d'un gouvernement aux abois qui va d'échec en échec. Parce que ça ne va pas aussi loin, pas aussi loin qu'il le faudrait. Ce que le gouvernement, la question qu'il devrait se poser, c'est est-ce que je ne fais pas fausse route sur ma politique économique? Est-ce que je ne dois pas changer de politique économique? Alors voilà, on va répondre sur ce plateau à cette dernière interrogation. Moustapha, le gouvernement fait-il fausse route? Doit-il changer de politique? En fait, ce qui a changé, c'est la communication du gouvernement. Les chiffres du chômage étaient attendus, on les attendait mauvais. Personne n'avait la conviction que la courbe allait être inversée au bout de quelques mois. La communication du gouvernement a changé. Il y a une espèce de modestie de la part de Rebsamen, de la part de Manuel Valls, une reconnaissance que la tâche est dure. Par contre, l'opposition est restée dans sa propre logique. C'est le gouvernement qui ne fait pas les bons choix pour inverser la courbe du chômage. Toute la question est de savoir si ce discours-là va être tenu pendant un certain nombre de mois par Manuel Valls et par son équipe gouvernementale. On le verra. Si les chiffres s'aggravent pendant les mois prochains, quelle recette magique, quelle explication vont pouvoir donner à l'opinion pour expliquer cette situation? Et là, c'est le piège du chômage qui va se renfermer sur Valls. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Non, l'histoire de la communication ne joue aucun rôle dans l'histoire de la tragédie des chômeurs. C'est l'échec absolu de la politique européenne et de la politique économique du président de la République. En 2012, il avait promis la relance de la croissance par l'Europe. Les réformes passe rien du tout. La relance... Il est d'ailleurs allé en cette fin de semaine à nouveau prêcher la bonne parole auprès d'Angela Merkel. En Allemagne, en la zone euro, la France fait pire que la moyenne de la zone euro. La croissance, c'est français. Même les Grecs font mieux du point de vue de la croissance. Il n'y a que la France et l'Italie qui ne marchent pas. C'est le pays qui n'a pas eu de choc budgétaire et c'est là que la France vit une tragédie énorme parce qu'il n'y a pas de solution de rechange. La France doit faire les réformes que les autres ont fait déjà et qui commencent à avoir des résultats. Le chômage et la croissance. Bon, légèrement mieux en Espagne, même au Portugal, les salopards d'anglais, conservateurs et tout, font presque les doubles des croissants que la France socialiste. Et la France socialiste rêve d'hypnotiser dans sa parlotte européenne des relances par la croissance. Ça ne marche pas du tout. Messieurs les Anglais, vous avez la parole. Je vais faire une nuance sur la croissance en Grande-Bretagne. Vous savez que dans le sud-est de la Grande-Bretagne, Londres et toute la partie pas très loin de la France, il y a quand même la croissance et un chômage qui tombe baisse. Mais quand vous allez dans d'autres coins en Grande-Bretagne, notamment dans le nord, nord-est, nord-ouest du pays, sud-ouest, là, la croissance n'y est pas et le chômage ne baisse pas. Chiffre de la Commission européenne, Royaume-Uni, 2,5. Mais c'est uniquement dans il y a une disparité. Dans Londres et dans le sud-est. Alors pour revenir sur la France, moi je pense qu'il faut changer de méthode. Je pense que la méthode, évidemment, n'est pas la bonne. Je pense qu'il y a plusieurs choses que la France devrait faire. D'abord, il faut peut-être revoir le code du travail en France, parce que là, on ne touche jamais. Ça va peut-être faciliter aux gens la possibilité, c'est très tabou, hein, mais de pouvoir éventuellement licencier les travailleurs qui ne sont pas effectifs. Et ça va donner plus envie aux chefs d'entreprise d'embaucher plus de monde. Je ne dis pas qu'il faut
ouvrir ça pour qu'on soit plus facilement licencié quand il n'y a pas motif, mais au moins pour, dans certains cas, ça donnera plus envie peut-être d'embaucher des gens. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il faut, je pense, revoir les 35 heures parce que visiblement, ça n'a pas marché. Personne n'a envie d'y toucher parce qu'ils pensent que ça va déstabiliser l'électorat. Mais ça fait très longtemps qu'ils sont dénoncés, que personne ne veut toucher. On parle de ça, on fait rien et on dit finalement, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de baisse de chômage. Et troisième chose, et dernièrement, il faut baisser le coût du travail en France. C'est trop cher. Tant qu'on paye aussi cher pour embaucher quelqu'un, les gens, ils n'embauchent pas. Alors, ce qui est intéressant, je voudrais qu'on fasse la jonction, et Delphine, vous allez peut-être pouvoir le faire, entre ce que disait Moustapha tout à l'heure et ce que nous ont dit nos deux amis. Est-ce que cette nouvelle communication avec des résultats du chômage qui sont terribles, est-ce que c'est un signe aussi que le gouvernement se dit que c'est très, très compliqué de baisser les chiffres du chômage? Est-ce qu'ils se rendent compte que la tâche est impossible? Non, mais c'est pas que la tâche soit impossible. Mais pour reprendre ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est pas une méthode qui est mauvaise, c'est que le gouvernement en applique deux de front, l'offre et la demande en même temps. J'investis, je subventionne, et d'un autre côté, je surtaxe, je taxe, TVA et autres. Et donc, on va dans tous les sens. Donc, et on le voit d'ailleurs cette semaine avec l'écotaxe. L'écotaxe qui est abandonnée va coûter plus d'1 milliard au gouvernement, qui vont être imputables au nouveau péage de transit poids lourd. Donc, les réformes sont étouffées par les frais ou le coût d'autres réformes parce qu'on en revient à minima. Donc, il y a un problème, il y a un bégaiement de la part du gouvernement dans le sens où on ne voit pas de ligne, on ne voit pas de méthode. Moi, j'en vois pas, il y en a plusieurs en même temps. Alors, ce qui est intéressant, je voudrais revenir sur une déclaration de cette semaine. Elle est signée Dominique Strauss-Kahn. Oui. Confession dans le journal Le Point. Hollande s'implique trop dans le quotidien. Manuel Valls n'a pas d'espace. Il est ficelé dans un gouvernement composé par Hollande dont la moitié sont des brels. Il n'a pas fait le gouvernement qu'il voulait. Il y a du fond dans ce que dit Dominique Strauss-Kahn? Oui, je crois tout à fait que Manuel Valls, le casting gouvernemental actuel n'est pas celui que dont Manuel Valls a rêvé au début. Il y a eu une espèce de composition. Il a composé avec le Parti socialiste et avec Hollande. Et le fait que Dominique Strauss-Kahn utilise ce mot de Brel, qui est à la limite de l'insulte par rapport à un certain nombre de personnalités. Il est d'ailleurs aussi très critique sur les 50 milliards d'économies. C'est une manière aussi, c'est une manière de Dominique Strauss-Kahn de critiquer ouvertement Hollande et d'essayer d'aider et de justifier, de faire de la compréhension à l'égard de l'inaction ou de l'impuissance de M. Valls. Moi, je vous dirais simplement que dans cette affaire de chômage et de gouvernance, le gouvernement Valls est pris entre deux sandwichs, entre la droite qui lui reproche de ne pas être assez à droite et sa gauche qui lui reproche de ne pas être assez à gauche. Et là, elle ne sait plus. Comme a dit Delphine, il n'y a pas de lisibilité dans sa stratégie. Il prend, il donne, il n'y a pas... Ça manque de cap. Ça manque de lisibilité dans la politique. Et de s'y tenir surtout. Mais pour les Français moyens ont donné une leçon de communication redoutable les dernières élections européennes et municipales, au moment où les politiques parisiens et les journaux parisiens et les gouvernements disputent si nous sommes des vrais ou pas, les sous-victimes de la crise votent au Front National, parce que pour eux, tout ça, c'est de la parlotte inutile et incompréhensible. Alors, il n'y a pas de solution pour eux. Juan, dans ce climat, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit, beaucoup d'ailleurs dans la presse internationale. On va revenir sur le rachat d'Alstom par General Electric, qui inquiète les milieux patronaux. Alors pourquoi? Tout simplement, je vais vous le lire, c'est l'interventionnisme forcené de l'État français dans les négociations et pour certains, justement, les manœuvres du gouvernement français encore, je le lis, durablement l'image et l'attractivité de la France et pourrait ainsi refroidir des grands groupes mondiaux à venir faire des affaires dans nos pays. Voilà qui ne devrait pas arranger nos bidons. Et ça fait longtemps, ça fait déjà un bon bout de temps que, par exemple, une personnalité comme Arnaud Montebourg fait peur aux capitaux, fait peur à la bourse, fait peur aux investisseurs étrangers, parce qu'il lève le drapeau de la nationalisation, de l'interventionnisme de l'État excessif dans les affaires. Et ça... Ils confondent quoi? Protectionnisme, interventionnisme? Voilà, parce que les Américains le font, on le voit, les Anglais aussi. Mais dans le cas français, ça donne un signe négatif, ça décourage les grandes entreprises de venir un petit peu investir en France, parce qu'ils sentent qu'il y a des secteurs ultra protégés par l'État.
l'État français. Et l'emploi, on est d'accord tous ici, ça vient aussi des grands groupes et des grandes entreprises. Oui, ça donne aussi l'image de la France où on ne touche pas à mon entreprise, sinon on y touche. Moi, je vais faire en sorte que j'ai mon mot à dire. Donc, je vais racheter une partie de l'entreprise, autrement dit, on nationalise de nouveau, alors qu'on est dans une époque où il y a plutôt tendance à vendre des entreprises pour gagner de l'argent. Donc, ça va refroidir d'autres entreprises de venir s'installer en France. Et deuxièmement, on va se dire, mais comment est-ce que la France peut s'offrir des entreprises quand l'économie est dans un tel état de difficulté en ce moment, d'où viennent les 2 milliards nécessaires pour racheter ces parts d'Alstom, alors que pour moi, tout ça, c'est purement politique. C'est purement pour faire plaisir à l'électorat en disant, voilà, on ne laisse pas filer une entreprise à General Electric, les mauvais Américains qui vont prendre le contrôle de notre fleuron. Nous aussi, on a notre mot à dire, donc on rachète une partie de cette entreprise pour qu'elle reste française. Pour expliquer, d'avouer certains échecs. Derrière ça, il y a une méconnaissance redoutable de la réalité de l'économie. D'habitude, les gens qui ont de pognon ne sont pas des philanthropes, d'habitude. Ce sont des gens qui veulent gagner du pognon. Alors, ils veulent... Et plus encore. Et plus encore. Et ils veulent un peu moins d'impôts et un peu plus de législation. Au lieu de ça, on trouve Montebourg pour dire qu'est-ce que je dois faire. C'est-à-dire, courage, fouillons, sur la France, on ne peut pas faire de bonnes affaires. C'est bon pour la France. Du point de vue de la gauche socialiste, c'est ça qu'il faut faire. Des points de vue du monde des affaires, c'est la catastrophe absolue. Et il faut dire aussi que d'où viendra ces 2 milliards d'euros nécessaires pour faire cette achat, parce que si j'ai bien écouté Manuel Valls ou Arnaud de Montebourg cette semaine, on nous raconte que le contribuable ne mettra pas la main à la poche pour payer. Mais moi, j'ai des doutes là-dessus, parce que si on va acheter ces parts d'Alstom, il faut quand même vendre autre chose pour pouvoir le faire. A priori, c'est plus ou moins réglé, puisqu'il y a une vente de participation dans GDF. Mais ça ne suffit pas. Oui, mais l'essentiel est donné, les 3/4. Et le message encore, c'est bien évidemment les Français, vous ne paierez pas. Après, il y aura un ajustement avec Airbus ou ADP, mais à la marge. Un petit mot, Moustapha. Un petit mot sur Arnaud Montebourg. Il fonctionne en interne, il fonctionne comme un séducteur, comme quelqu'un qui essaie de convaincre le domestique français, mais à l'international, il s'impose comme un véritable épouvantail. Il fait peur. Arnaud Montebourg fait peur à l'international. C'est ce que se confirment les informations sur et le fait qu'il sorte grandit justement de ce dossier Alstom pour le moment. Oui, c'est le gagnant. Évidemment, c'est le gagnant. Et toute cette histoire, je n'ai pas cru une minute qu'il allait quitter le gouvernement. D'ailleurs, si vous me permettez, cher Philippe, que pratiquement une grande partie des PDG d'entreprises françaises du CAC 40 ne vivent plus en France. Oui. Aussi. Oui. Mais à l'étranger, ça fait rire, enfin ça fait sourire, disons. Parce que en France, bon, j'ai vu cette semaine les papiers, Arnaud Montebourg visitant les usines d'Alstom, mais à l'étranger, on n'est pas dupe, on est tout à fait conscient du bras de fer et du push qu'a fait Arnaud Montebourg encore la semaine dernière vis-à-vis de GE ou Siemens. Parce que la presse anglo-saxonne est terrible là-dessus, la presse allemande aussi. Le président Hollande, même les Espagnols tapent à bras raccourcis. Évidemment, mais le président Hollande avait fait un voyage en Californie, il a fait un déjeuner à base de Coca-Cola et des hamburgers pour séduire les entrepreneurs californiens. Mais pour les entrepreneurs californiens, des personnages comme Montebourg et l'intervention de l'État français, c'est vraiment de l'archaïsme absolu. C'est Hollywood, ça dépend. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce type d'action séduise personne dans le monde des affaires. Et en février, là je vois le chiffre, Hollande avait, lors d'un conseil d'attractivité, dit qu'il souhaitait 40% d'investissements étrangers supplémentaires en France d'ici 2017. Et c'est pas la bonne méthode. Là, on en est très très loin. On est à moins 13% en un an d'implantation d'entreprises en France. Alors que lui, il mise sur chaque année 300 entreprises supplémentaires étrangères en France qui viendraient s'implanter. Toute la question est de savoir si une personnalité, un personnage comme Arnaud Montebourg va pouvoir rester dans le casting gouvernemental. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, la pression, la contradiction est telle qu'elle va l'obliger à sortir du gouvernement? Ou ses intérêts, on en a déjà parlé, ou ses intérêts personnels aussi peut-être. Il nous reste 2 minutes avant le journal. Je voudrais qu'on s'exprime. C'est peut-être effectivement l'épiphénomène, mais en cette période, les Français y sont sensibles. Vous savez que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chargée de vérifier l'exactitude des déclarations de patrimoine des membres du gouvernement, a rendu son rapport.
Et il y en a un qui se fait épingler, Jean-Marie Le Guen, le nouveau secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, qui a sous-estimé de 30 à 40% son patrimoine. Alors il a rectifié le tir, bien évidemment, ça lui évite normalement la case justice, certainement pas la case impôt et la case du fisc. Il a menti rapidement, une réflexion. Il a menti le président, il a menti au gouvernement, il a menti au Champeau. L'essentiel, c'est de demander sa démission tout bêtement. Des gens comme ça, c'était la promesse essentielle du président Hollande. Un peu d'ordre et de moralité, et on ne peut pas admettre de mensonges sur le point. Et puis l'impression installée après cette affaire, c'est que Jérôme Cahuzac n'était pas finalement un cas isolé au sein de la famille socialiste et qu'il y en avait d'autres qui avaient, entre guillemets, grugé sur un certain nombre de choses. Surtout que la Haute Autorité pour la Transparence, c'était un peu la séquence rattrapage quand même pour l'ensemble du gouvernement. Bravo, Philippe et Delphine. La Haute Autorité, je trouve que ça prouve que ça fonctionne. Il y a eu Yamina Benguigui avant qui s'est fait rattraper. Je suis très fier parce que c'est non pas seulement les gens qui ne sont pas au gouvernement, mais ceux qui sont au gouvernement aussi qui sont rattrapés. C'est-à-dire que la France, qui était très en retard par rapport à ses voisins européens, maintenant ça commence à aller un petit peu mieux, donc bravo. Moi, j'étais étonnée de découvrir qu'Anneau Montebourg ne pouvait pas valoriser son appartement. Bon, il est seulement en nue propriété, précise-t-il dans sa déclaration, mais ne peut pas valoriser son appartement à Paris, ni le parking. Bon, c'est quand même assez étonnant. Non, moi, ce qui m'a surtout étonnée là dans les déclarations, bon, il y a le Guen, mais je me fais pas d'illusions, il y aura pas d'émission. C'est plutôt que le fait qu'une dizaine de ministres n'aient pas précisé leurs activités antérieures sur les 5 dernières années, comme le demande le formulaire, en mettant néant. Je l'ai lu là tout à l'heure dans le Monde et ça m'a assez surpris parce que a priori il devrait y avoir, ils ont eu une activité politique, donc ils ont bien eu un travail, un emploi. Ça veut dire qu'il y aura encore des chiffres qui nous intéresseront. On laisse passer le journal justement, tiens. On parlera, comme fait exprès, d'abus de confiance, de tentative d'escroquerie, complicité et recel de ces délits. À tout de suite.